Elle ne devrait pas l'avoir touché. Chaque règle dans le manuel du foyer disait la même chose. Ne jamais l'approcher directement. Ne jamais faire de mouvements brusques. Jamais, sous aucune circonstance, faire contact physique avec Garrison Mercer. Mais Diane avait passé 3 ans en école d'infirmière. Elle avait étudié le corps humain avec le genre d'attention que la plupart des gens réservaient pour la prière. Et ce qu'elle vit dans son oreille cette nuit lui fit oublier chaque règle qu'elle avait jamais été enseignée. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tendait la main vers lui. Il lui attrapa le poignet. Fort. Sa prise était de fer. Ses yeux étaient du feu, et sa mâchoire était serrée assez fort pour fissurer la pierre. « Que penses-tu que tu fais ?» Sa voix sortit rauque, inutilisée, comme un moteur qui n'avait pas été démarré depuis des années. Diane ne s'éloigna pas. Elle le regarda droit dans les yeux et dit les mots qui changeraient leurs 2 vies pour toujours. « Monsieur Mercer, vous n'êtes Weimar, vous ne l'avez jamais été. » Il relâcha son poignet comme si elle l'avait brûlé. « C'est impossible. J'ai vu des spécialistes sur 3 continents. J'ai dépensé des millions. Ils vous ont menti. » Diane ouvrit sa paume et lui montra ce qu'elle avait extrait de profondément à l'intérieur de son conduit auditif. Une petite masse sombre, exposée à l'air, exposée à la lumière, exposée après 34 ans de silence. Garrison Mercer fixa le petit objet qui avait volé toute sa vie. Ses mains commencèrent à trembler. Sa respiration devint saccadée. Et puis, pour la première fois en 34 ans, il entendit le son de sa propre voix se briser. « Qui m'a fait ça? » Les yeux de Diane se remplirent de larmes, parce qu'elle n'avait pas la réponse. Mais elle savait que quelqu'un l'avait fait, quelqu'un près de lui, quelqu'un qui avait payé cher pour garder l'homme le plus puissant de la côte est enfermé dans le silence. Et quand il découvrira qui, il n'y aura pas assez de merci dans le monde pour les sauver. Bienvenue de retour à Contes de Mafiadore, ma belle famille. Si vous êtes nouveau ici, vous venez de trouver votre nouvelle chaîne de narration préférée. Et si vous êtes l'un de mes fidèles abonnés qui continue de revenir, je veux que vous sachiez que je vous vois. Je vous apprécie. Êtes la raison pour laquelle je mets tout mon cœur dans chaque histoire. Avant que nous ne plongions dans ce voyage ensemble, je veux prendre un moment pour dire une bénédiction sur votre vie. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne regardant cette vidéo en ce moment. Je prie que tu les entoures de ta paix et de ta protection. Quel que soit le fardeau qu'ils portent d'aujourd'hui, je demande que tu le soulèves de leurs épaules. Quel que soit le souci qui les tient éveillés la nuit, je prie que tu le remplaces par du repos et du confort. Seigneur, bénis leur famille, bénis leur santé, bénis leurs finances. Ouvre des portes pour eux que nul homme ne peut fermer. Et rappelle-leur chaque jour qu'ils sont vus, ils sont valorisés et ils sont profondément aimés. En ton précieux nom, Amen. Maintenant, famille, avant que nous ne commencions cette histoire, fais-moi une faveur rapide. Si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur ce bouton d'abonnement et frappez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Laissez un commentaire et faites-moi savoir d'où vous regardez. J'aime me connecter avec vous tous du monde entier. Et si cette histoire vous émeut, écrasez ce bouton « J'aime ». Ça aide plus que vous ne savez. D'accord, belles gens, commençons. Garrison Mercer n'avait jamais entendu une femme dire son nom. Il avait senti leur souffle contre son cou. Il avait regardé leurs lèvres s'entr'ouvrir quand le plaisir les submergeait. Il avait mémorisé la façon dont leurs yeux se fermaient en papillonnant et leur dos s'arquait sous son toucher. Mais il n'avait jamais entendu le son de son propre nom enveloppé de désir. Jamais expérimenté les confessions chuchotées que les amants partagent dans l'obscurité. Jamais connu le simple confort d'une voix disant « Je t'aime » quand le poids du monde semblait insupportable. Garrison Mercer régnait sur un empire dans un silence absolu. Son territoire s'étendait de Boston à Baltimore. Les ports lui répondaient, les syndicats lui payaient tribut. Les politiciens qui souriaient aux caméras pendant la journée prenaient ses appels téléphoniques à 3 heures du matin.
leur voix tremblant avec le genre de peur que Garrison ne pouvait que voir, jamais entendre. Il avait bâti son royaume sur la fondation de son handicap. Là où d'autres hommes s'appuyaient sur l'intimidation verbale, Garrison maîtrisait l'art de la présence. Il apprit à lire sur les lèvres avec une précision surnaturelle, attrapant des conspirations chuchotées de l'autre côté de pièces bondées. Il apprit à sentir les vibrations à travers les sols et les meubles, sentant les pas approchant avant qu'ils n'arrivent. Plus important encore, il apprit à lire les visages, chaque micro-expression, chaque scintillement de tromperie, chaque moment où les mots et les intentions d'un homme ne s'alignaient pas. Dans un monde bâti sur des mensonges, Garrison Mercer devint le détecteur de mensonges le plus dangereux que l'argent ne pouvait acheter. Mais le pouvoir venait avec un prix. Et Garrison payait ce prix chaque nuit quand il retournait au manoir Mercer, 32 pièces de marbre et de cristal et d'œuvres d'art volées dans des musées à travers 3 continents et faisait face au silence assourdissant de sa propre solitude. Les femmes ne restaient jamais. Non pas parce qu'il était cruel ou insuffisant. Garrison avait appris à satisfaire les femmes avec une attention que les hommes entendants possédaient rarement. Il observait leur visage comme une écriture sainte, étudiant chaque signal, chaque réponse, chaque indication subtile de ce dont elles avaient besoin. Il leur donnait son corps, son attention, sa concentration complète et totale. Mais il ne pouvait pas leur donner de conversation. Il ne pouvait pas rire de leurs blagues ou répondre à leurs secrets chuchotés. Il ne pouvait pas les appeler belles d'une voix qu'elles pouvaient entendre. Ne pouvait pas leur dire qu'il pensait à elles quand elles étaient séparées. Le matin d'après apportait toujours la même distance maladroite, la même lente réalisation qu'une relation avec Garrison Mercer signifiait une vie à écrire des notes et à lire sur les lèvres, et à ne jamais tout à fait se connecter comme les autres couples le faisaient. Alors elles partaient. Une par une, elles rassemblaient leurs affaires et faisaient leurs excuses et sortaient de sa vie avec des morceaux de son espoir glissés dans leur sac à main de créateur, jusqu'à ce que finalement, Garrison arrête complètement d'essayer. Il avait 41 ans, maître d'un empire criminel, craint par des hommes qui avaient tué sans hésitation, et il n'avait jamais une seule fois entendu les mots « Je t'aime » prononcés à voix haute. Le personnel de maison comprenait les règles sans qu'on le leur dise. Pas de mouvement brusque, pas de bruit inutile, bien que Garrison ne l'entendrait de toute façon pas. L'habitude leur avait été inculquée par Madame Patterson, la gouvernante en chef qui avait servi la famille Mercer pendant 30 ans. Pas de contact visuel direct, sauf si absolument requis. Et par-dessus tout, pas de tentative de connexion personnelle avec un homme qui ne pouvait pas entendre leurs mots et ne voulait pas lire leur pitié. Ils se déplaçaient dans le manoir comme des fantômes, efficaces, silencieux, invisibles. C'était précisément comme Garrison le préférait. Son bureau occupait toute l'aile du dernier étage. Des fenêtres massives donnaient sur le port où des cargos transportaient des produits que les douaniers omettaient commodément d'inspecter. Un bureau en acajou qui avait été témoin de poignées de main valant des millions siégeait au centre de la pièce. Et derrière ce bureau, dans un fauteuil en cuir qui s'était moulé à son corps sur 2 décennies, Garrison Mercer menait ses affaires dans la seule langue qu'il avait jamais connue. Le silence. Elle vint un mercredi début octobre. Garrison la remarqua immédiatement, bien qu'il ne donnât aucune indication de son attention. Il s'était entraîné à observer, sans paraître observer, une compétence de survie dans un monde où montrer de l'intérêt pour quoi que ce soit révélait une vulnérabilité. La nouvelle gouvernante se déplaçait différemment des autres. Là où les membres du personnel précédent s'affairaient à leurs tâches avec une énergie nerveuse, cette femme marchait avec une confiance tranquille. Ses épaules étaient droites. Son menton était de niveau. Ses mains se déplaçaient avec but et précision alors qu'elle dépoussiérait les bibliothèques de son bureau, traitant chaque volume relié en cuir comme s'il contenait une valeur réelle, plutôt que le vide décoratif que Garrison savait qu'il détenait. Son nom était Diane.
Le briefing de sécurité avait été approfondi. 28 ans, né à Detroit, élevé par une grand-mère après qu'un accident de voiture eut réclamé ses deux parents quand elle n'avait que 6 ans. Elle avait fait son chemin à travers 3 ans d'école d'infirmière avant que les factures médicales de sa grand-mère ne la forcent à choisir entre l'éducation et la famille. Elle choisit la famille. Pendant les 4 dernières années, elle avait nettoyé des maisons pour des gens riches qui valorisaient la discrétion plutôt que la conversation. Ses références étaient impeccables. Son vérification d'antécédents était propre. Elle avait besoin de l'argent et elle savait comment garder sa bouche fermée. Mais rien de tout cela n'expliquait pourquoi Garrison ne pouvait pas arrêter de la regarder. La peau de Diane était d'un brun chaud qui semblait briller contre l'uniforme blanc requis du personnel de maison. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un style simple qui réussissait d'une manière ou d'une autre à paraître élégant. Et ses yeux profonds et savants, avec des éclats d'ambre qui captaient la lumière de l'après-midi, détenaient une intelligence qui rendait Garrison mal à l'aise. Elle ne le regardait pas avec peur. C'était ce qui le frappait le plus. Tous les autres dans ce foyer, dans son monde entier, vraiment l'approchaient avec des degrés variés de terreur. Ils détournaient leur regard. Ils mesuraient leurs mouvements. Ils le traitaient comme une bombe qui pourrait détonner si manipulée incorrectement. Mais Diane simplement le regardait. À son 3e jour, elle entra dans son bureau pour dépoussiérer la collection d'objets antiques arrangés sur les étagères près de son bureau. Garrison prétendit examiner des documents financiers tout en suivant ses mouvements dans sa vision périphérique. Elle travaillait systématiquement, minutieusement. Chaque objet fut soulevé, nettoyé et remplacé à sa position originale exacte. Quand elle atteignit l'échiquier qui avait appartenu à son grand-père, pièce d'ivoire sculptée à la main que Garrison gardait par sentiment plutôt que par usage, elle fit une pause. Ses doigts planaient au-dessus de la dame blanche sans la toucher. Quelque chose dans son expression changea. Reconnaissance peut-être, ou appréciation pour un savoir-faire que la plupart des gens négligeaient dans leur hâte à accomplir leurs tâches et quitter sa présence. Puis elle tourna. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la pièce. Garrison sentit quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années. Une secousse de connexion qui contourna entièrement le son et alla droit à quelque chose de plus profond. Cette femme le regardait, vraiment regardait, comme si elle pouvait voir au-delà du costume cher et de la dangereuse réputation et du mur de silence qu'il avait bâti autour de lui-même. Comme si elle cherchait l'homme en dessous. Le moment dura 3 secondes, peut-être 4, puis Diane retourna à son travail, et Garrison retourna à ses documents. Et aucun d'eux ne reconnut ce qui venait de se passer entre eux. Mais cela ne disparut pas. Au cours des semaines suivantes, Garrison se retrouva à réarranger son emploi du temps pour s'assurer qu'il serait dans son bureau quand Diane arriverait pour nettoyer. Il se dit que c'était une simple précaution. Une nouvelle employée dans son espace le plus privé exigeait une supervision. Mais la vérité était plus simple et bien plus dangereuse. Il voulait être près d'elle. Garrison ne faisait pas confiance facilement. Dans son monde, la confiance était un luxe qui faisait tuer des hommes. Alors il la testa. Le premier test fut l'argent. Il laissa un billet de $100 glisser sous un coussin sur le canapé en cuir près de la fenêtre. Assez proche pour qu'elle le trouve en nettoyant. Assez loin de toute explication logique pour sa présence. Le lendemain matin, le billet était sur son bureau, centré précisément. Pas de note, pas de reconnaissance. Juste une intégrité tranquille qui parlait plus fort que les mots. Le deuxième test fut la tentation. Un bouton de manchette en diamant valant plus de 6 mois de son salaire placé derrière son bureau où il semblerait être tombé accidentellement. Toute personne raisonnable pourrait supposer qu'il était perdu. Toute personne désespérée pourrait supposer qu'il ne serait pas manqué. Le bouton de manchette apparut dans son coffre à bijoux 3 jours plus tard. Nettoyé et poli, le troisième test fut la confiance elle-même. Garrison laissa un dossier de documents sensibles sur la table qu'elle aurait besoin de dépoussiérer. Dossier financier. Nom. Nombre.
Le genre d'information qui pourrait détruire son organisation si elle atteignait de mauvaises mains, ou rendre quelqu'un très riche s'il savait comment la vendre. Le dossier resta exactement comme il l'avait laissé. Page non perturbé, secret non lu. Diane était honnête. Dans le monde de Garrison, cette qualité était plus rare que les diamants, plus rare que la loyauté, plus rare que l'affection véritable qu'il avait cessé de croire qu'il trouverait jamais. Elle réussit chaque test. Et avec chaque test qu'elle réussissait, Garrison sentit les murs autour de son cœur se fissurer juste un petit peu plus. L'attraction se construisit lentement. Garrison commença à remarquer des détails qu'il n'avait pas à remarquer. La façon dont Diane glissait une mèche de cheveux derrière son oreille quand elle se concentrait. La courbe gracieuse de son cou alors qu'elle atteignait pour dépoussiérer les étagères plus hautes. Le doux murmure de contentement qui semblait rayonner d'elle alors qu'elle travaillait un murmure qu'il ne pouvait pas entendre, mais qu'il sentait d'une manière ou d'une autre dans l'expression paisible sur son visage. Il remarqua d'autres choses aussi. La façon dont elle se déplaçait avec une légère préférence pour son côté gauche, suggérant une ancienne douleur qui n'avait jamais complètement guéri. Les callosités sur ses mains qui parlaient d'années de dur labeur. Les moments où elle pensait que personne ne regardait et sa contenance glissait juste assez pour révéler l'épuisement sous la force tranquille. Cette femme avait survécu à des choses, porté des fardeaux, fait des sacrifices qui laissaient des marques invisibles à tous, sauf à quelqu'un qui avait appris à lire les gens comme Garrison l'avait fait. Il se retrouva à vouloir connaître son histoire. Plus que cela, il se retrouva à vouloir en faire partie. La nuit, seul dans sa chambre, les pensées de Garrison s'égaraient vers des endroits où elle n'avait pas le droit d'aller. Il imaginait ce que cela ferait de la toucher. Pas l'intimité clinique, transactionnelle qu'il avait expérimentée avec d'autres femmes. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui impliquait d'apprendre le paysage de son corps, comme il avait appris à lire sur les lèvres avec patience, attention et un désir sincère de comprendre. Il imaginait ses mains sur sa poitrine, ses lèvres contre son cou, le poids de son corps pressé contre le sien dans l'obscurité. Il se réveillait de ses rêves souffrant de désir et brûlant, avec quelque chose qui se sentait dangereusement proche de la honte. Elle était son employée. Elle était 13 ans plus jeune que lui. Elle le voyait probablement comme rien de plus que l'homme silencieux, dangereux, qui signait ses chèques de paye. Mais chaque fois que leurs yeux se rencontraient, Garrison pouvait jurer qu'il voyait autre chose dans son regard. Quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. Quelque chose qui ressemblait à de l'intérêt. Quelque chose qui ressemblait à elle le déchiffrait, pièce par pièce, d'une manière que personne n'avait jamais pris la peine d'essayer auparavant. Ce que Garrison ne savait pas, c'est que Diane l'avait regardé aussi. Elle avait remarqué des choses à son sujet qui ne s'additionnaient même pas. Peut-être est-il que sa formation d'infirmière lui avait appris à reconnaître. Des détails qui mèneraient à une découverte si choquante, si impossible, qu'elle briserait tout ce que Garrison Mercer croyait de sa vie. Mais cette révélation était encore à venir. Et quand elle arriverait, rien ne serait plus jamais pareil. Famille, si vous sentez cette tension monter entre Garrison et Diane, j'ai besoin que vous laissiez un commentaire tout de suite. Dites-moi, pensez-vous qu'il devrait agir sur ses sentiments? Croyez-vous qu'elle voit quelque chose en lui que tout le monde a manqué? Et pendant que vous tapez ce commentaire, allez-y et frappez ce bouton « J'aime ». Votre engagement aide cette histoire à atteindre plus de gens qui ont besoin de l'entendre. Maintenant, continuons. Parce que ce qui se passe ensuite, vous n'êtes pas prêts. La soirée commença comme d'innombrables autres avant elle. Garrison organisa un dîner pour des associés d'affaires dans la salle à manger formelle. Des hommes qui contrôlaient les voies de navigation, les douaniers et le flux de produits qui maintenaient son empire profitable se rassemblèrent autour de sa table pour manger sa nourriture, boire son vin et faire semblant qu'ils étaient amis plutôt que des loups tournant autour du même territoire. Garrison joua son rôle parfaitement. Il sourit quand le langage corporel indiquait qu'une blague avait été racontée.
Il hocha la tête pensivement pendant des discussions qu'il suivait par la lecture labiale et des suppositions stratégiques. Il leva son verre lors de toasts qu'il ne pouvait entendre, son timing impeccable grâce à des décennies de pratique. Mais sous la performance, l'épuisement le rongeait. L'effort constant de lire sur les lèvres l'épuisait d'une manière que les gens entendants ne comprendraient jamais. Suivre plusieurs conversations exigeait le genre de concentration intense qui laissait ses yeux brûlants et sa tête martelante. Chaque interaction sociale était une performance. Chaque réunion était un test. Chaque jour exigeait qu'il travaille 2 fois plus dur que tout le monde, juste pour participer à la communication humaine de base. Au moment où le dernier invité partit, Garrison se sentit vidé. Il desserra sa cravate en marchant vers son bureau, se versa 3 doigts de whisky d'une carafe en cristal qui avait coûté plus que les voitures de la plupart des gens, se tint à la fenêtre et regarda les lumières du port scintiller dans l'obscurité comme des étoiles terrestres. La ville s'étendait devant lui, sa ville, vivante avec des sons qu'il n'entendrait jamais, sirènes et musique et amants riant dans des rues lointaines. Il avait bâti un empire à partir du silence. Mais les nuits comme celle-ci, le silence ressemblait moins à une fondation et plus à une tombe. Il ne remarqua Diane que lorsqu'elle fut presque à côté de lui. Son reflet apparut dans la vitre de la fenêtre. Près, trop près. Ses instincts de sécurité auraient dû détecter son approche, mais l'épuisement avait émoussé ses sens. Garrison se retourna. Elle se tenait à 3 pieds de distance, portant toujours son uniforme, bien que son corps de travail ait pris fin des heures auparavant. Ses yeux avaient cette même qualité exploratrice qui lui serrait toujours la poitrine. Pourquoi était-elle encore ici? Garrison haussa un sourcil, une question silencieuse qu'il avait perfectionnée au fil des ans de communication non verbale. Diane ne détourna pas le regard, n'offrit pas d'explication. Au lieu de cela, elle fit un pas de plus, puis un autre. Le cœur de Garrison commença à battre la chamade. Sa main se serra sur le verre de whisky. Chaque pensée rationnelle lui disait de reculer, de maintenir une distance professionnelle, de se rappeler que cette femme était son employée et rien de plus. Mais son corps refusa de bouger. Diane leva lentement sa main. Ses doigts tremblèrent légèrement. Nervosité, peur, anticipation, alors qu'elle atteignait son visage. Garrison lui attrapa le poignet. Sa prise était ferme. Pas douloureuse, mais indubitablement un avertissement. Ses yeux posèrent la question que sa voix ne pouvait pas. « Que penses-tu que tu fais ?» Diane ne s'éloigna pas. « S'il vous plaît, dit-elle. » Il lut le mot sur ses lèvres, vit l'urgence dans son expression. « Monsieur Mercer, s'il vous plaît, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. » Confiance. Le mot resta suspendu entre eux comme un défi. Garrison n'avait fait confiance à personne complètement depuis plus de 2 décennies. La confiance était la façon dont les hommes à sa position finissaient morts dans des ruelles ou pourrissant dans des prisons fédérales. Mais quelque chose dans les yeux de Diane lui fit desserrer sa prise. Elle s'approcha, si près qu'il pouvait sentir la subtile vanille de sa lotion, si près qu'il pouvait sentir la chaleur irradiante de son corps. Ses doigts s'effleurèrent en sa mâchoire, légers comme une plume et électriques, avant de remonter vers son oreille. Son toucher alluma quelque chose qui avait été dormant pendant des années. Puis, elle fit une pause. Son front se plissa. Ses yeux se rétrécirent. L'expression tendre sur son visage se transforma en quelque chose de clinique. Concentrait l'air d'une femme dont la formation médicale s'était soudainement mise en marche. Elle se pencha plus près, son corps presque pressé contre le sien, alors qu'elle regardait dans son oreille avec une intensité qui lui coupa le souffle. Puis elle resta complètement immobile. Garrison la regarda se transformer. La curiosité devint confusion, devint choc, devint quelque chose qui ressemblait presque à de la peine. Ses lèvres bougèrent, formant des mots qu'il ne pouvait entendre, mais qu'il lisait clairement au clair de lune qui passait à travers la fenêtre. Comment ont-ils manqué ça? Manqué quoi? Voyait-elle?
Avant qu'il ne puisse réagir, les doigts de Diane bougèrent avec un but soudain, doux mais insistant, atteignant quelque chose de profond à l'intérieur de son conduit auditif. Les instincts de Garrison lui crièrent de s'éloigner. Mais il était figé, paralysé par la curiosité et la peur et un espoir désespéré qu'il n'osait nommer. Il sentit une pression, un mouvement, quelque chose bougeant à l'intérieur de sa tête qui y était installé depuis si longtemps que c'était devenu une partie de son existence normale. Puis, Diane retira sa main. Dans sa paume se trouvait une petite masse sombre, cireuse et compactée. Des années, des décennies d'accumulation qui avaient scellé sa connexion au monde. La déferlante le frappa comme un coup physique. Le son s'écrasa dans le monde de Garrison comme un raz de marée. La première chose qu'il entendit fut sa propre respiration, saccadée, désespérée, allaitante. Il avait senti ses poumons se dilater et se contracter 10 000 fois par jour pendant 41 ans. Mais il n'avait jamais expérimenté la respiration comme son, jamais su qu'elle avait texture et rythme et présence. Ses mains volèrent à sa tête alors que la sensation inondait son crâne. Trop. C'était trop. Son cerveau luttait pour traiter des informations qu'il n'avait jamais été conçu pour recevoir, ou plutôt des informations qui lui avaient été refusées pour des raisons qu'il commençait seulement à comprendre. Monsieur Mercer, la voix de Diane. Les yeux de Garrison s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit. Il la fixa comme si elle venait de réaliser un miracle parce qu'elle l'avait fait. Sa voix était chaude, miel et velours. Un son si beau qu'il lui fit mal à la poitrine avec 3 décennies de désir accumulé. « Monsieur Mercer, pouvez-vous m'entendre? » Il ne pouvait pas parler. Comment pouvait-il y avoir des mots pour quelque chose d'aussi impossible? Sa gorge se serra. Ses yeux brûlaient de larmes qu'il n'avait pas su qu'il était capable de produire. « Dis quelque chose. » Diane chuchota. « S'il te plaît, n'importe quoi. » Garrison ouvrit sa bouche. Ce qui émergea était à peine reconnaissable comme langage. Un son rauque, cassé qui racla contre des cordes vocales non habituées à être entendues par leur propriétaire. Je peux. Il ne put finir. Le son de sa propre voix, profonde et rocailleuse et réelle, le submergea complètement. Il avait prononcé des milliers de mots dans sa vie, mais il ne s'était jamais vraiment entendu parler. Jamais su à quoi il ressemblait pour les autres. Jamais expérimenté la vibration de sa propre voix voyageant à travers l'air et retournant à ses oreilles comme confirmation de son existence. Il s'enfonça dans la chaise la plus proche, ses jambes n'étant plus capables de supporter son poids. L'horloge grand-père dans le coin s'annonça avec un rythme régulier qui s'écrasa à travers sa conscience comme le tonnerre. Tic, tac, tic, tac. Il avait senti les vibrations de cette horloge à travers les planchers pendant 20 ans, avait utilisé son pouls mécanique pour marquer le temps pendant de longues réunions et de plus longues nuits. Mais sentir n'était rien comparé à entendre. Le son était précis, implacable, beau. Le temps lui-même avait trouvé une voix. L'horloge. Garrison chuchota, et l'émerveillement dans sa propre voix le fit rire, un son si étranger à ses oreilles que cela le surprit et le fit taire. Diane s'agenouilla à côté de sa chaise. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle le regardait expérimenter le monde pour la première fois. Sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entremêlant avec une intimité qui transcendait employeur et employé. Étranger et étranger. « Je suis si désolé, » dit-elle. « Je suis si désolé qu'il vous ait fait ça. » Ces mots l'enveloppèrent comme une étreinte. Chaque syllabe était un cadeau. Chaque son était un miracle. Garrison se retrouva à se pencher vers sa voix, affamé de plus, désespéré de remplir le silence qu'il avait affamé pendant 4 décennies. Comment? Sa voix se brisa sur le seul mot. Comment saviez-vous? Diane lui serra la main. J'ai passé 3 ans en école d'infirmière. Les examens d'oreille étaient un programme de base. Ce que j'ai vu dans votre conduit auditif. Elle fit une pause.
son expression s'assombrissant avec quelque chose qui ressemblait à une rage contenue. Cela aurait dû être visible à tout médecin compétent. Cela aurait dû être traité quand vous étiez enfant. Les implications de ces mots commencèrent à pénétrer le brouillard d'émerveillement qui l'entourait. Vous dites que quelqu'un a vu ça avant. Quelqu'un savait. Ce n'était pas une question. Diane hocha la tête lentement. Monsieur Mercer, ce niveau d'accumulation n'arrive pas du jour au lendemain. Cela s'accumule sur des années, des décennies. Tout médecin qui vous aurait examiné correctement l'aurait vu, l'aurait traité. Vous aurait rendu votre oui avant que vous n'appreniez à marcher. L'émerveillement de Garrison se transforma en quelque chose de plus froid, plus dur. La partie de lui qui avait bâti un empire sur la peur et la violence calculée commença à s'agiter sous la surface de ce moment miraculeux. « Dr. Whitfield, dit-il. » Le nom avait un goût de poison sur sa langue. Il a été mon médecin depuis que j'avais 14 ans. L'expression de Diane confirma ce qu'il savait déjà. Quelqu'un l'a payé. Garrison continua, sa voix devenant plus forte à chaque mot, plus dangereuse. Quelqu'un l'a payé pour me garder sourd. La question qui suivit glaça l'air entre eux. Qui bénéficie de me garder dans ce silence? L'heure suivante fut une surcharge sensorielle. Garrison marcha à travers son manoir comme un homme explorant une planète étrangère. Chaque pièce contenait des sons qu'il n'avait jamais imaginés. Le bourdonnement des systèmes électriques alimentant son réseau de sécurité. Le chuchotement de l'air se déplaçant à travers les conduits de ventilation. Le murmure distant des membres du personnel et d'autres « elles ». Leur conversation soudainement accessible après une vie d'exclusion. Diane resta à côté de lui. Une présence constante alors qu'il naviguait dans ce nouveau monde. Le réfrigérateur, dit-il, faisant une pause dans la cuisine. Ça fait du bruit. Diane sourit à travers ses larmes. Tout fait du bruit. Vous ne pouviez juste pas se l'entendre avant. Il ouvrit un placard et le referma, s'émerveillant du son du bois rencontrant le bois. Il fit couler l'eau dans l'évier, hypnotisé par le déferlement et le gargouillement qu'il n'avait jamais expérimenté que comme vibration. Il ouvrit la fenêtre et laissa l'air nocturne transporter des sons de la ville en dessous, klaxons de voitures et sirènes lointaines, et le battement de cœur éternel d'un monde qui avait chanté autour de lui toute sa vie. « Je veux tout entendre, » dit Garrison. « Je veux entendre la pluie et le tonnerre et la musique. Je veux entendre les vagues s'écraser sur une plage. Je veux entendre... » Il s'arrêta, se tourna pour faire face à Diane. « Je veux vous entendre, » dit-il doucement. « Dites-moi quelque chose, n'importe quoi. Je veux entendre votre voix. » Le souffle de Diane se coupa. La requête était intime de manière à ce qui transcendait les mots. Cet homme puissant, dangereux, imposé, possiblement solitaire, lui demandait de remplir le silence qu'il avait emprisonné pendant 41 ans. « Que voulez-vous que je dise? »« Votre nom. Dites votre nom, Diane. » Elle parla doucement, presque avec révérence. « Mon nom est Diane. » Garrison ferma les yeux, laissant le son le submerger. 2 syllabes, 8 lettres, une vie de sens compressé en un seul mot qu'il n'oublierait jamais aussi longtemps qu'il vivrait. « Diane », répéta-t-il, testant son nom de sa propre voix. « C'est beau, Monsieur Mercer, Garrison. » Il ouvrit les yeux, rencontra son regard avec une intensité qui fit s'accélérer son pouls. « Mon nom est Garrison, et je veux vous entendre le dire. » L'air entre eux s'épaissit, chargé. Diane comprit que quelque chose de fondamental avait changé dans l'heure passée. Les murs que cet homme avait bâtis autour de lui-même s'effondraient, et elle se tenait dans les débris, incertaine de fuir ou de reconstruire. « Garrison », chuchota-t-elle. Son nom dans sa voix lui fit quelque chose de profond, quelque chose qui contourna la logique et la conservation de soi et alla directement à l'endroit affamé, creux dans sa poitrine, qui avait été vide si longtemps qu'il avait oublié son existence. Il atteignit son visage. Son pouce traça la courbe de son os de joue, essuyant des larmes qui n'avaient jamais cessé de couler.
Tu m'as donné le monde ce soir, dit-il. Comment puis-je rembourser quelque chose comme ça? Diane se pencha dans son toucher. Vous ne me devez rien, je vous dois tout. Il se tenait là dans la cuisine éclairée par la lune d'un manoir bâti sur le crime et le silence. Deux personnes en équilibre au bord de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu de trouver. Puis le téléphone de Garrison sonna. Le son était discordant, électronique et insistant, et complètement étranger à ses oreilles nouvellement éveillées. Il fixa l'appareil sur le comptoir comme s'il venait de parler en langue. C'est à ça que ressemble un téléphone? Diane faillit rire malgré la tension du moment. C'est à ça que ressemble un téléphone. Garrison prit l'appareil. L'ID de l'appelant montrait Marco, son lieutenant le plus fiable, probablement en train de vérifier les rapports de fin de journée. Pendant 20 ans, Garrison avait communiqué avec Marco par message texte, appel vidéo où il pouvait lire sur les lèvres, et réunion en personne où ses autres sens compensaient sa surdité. Maintenant, il pouvait simplement répondre. Il appuya sur le bouton et porta le téléphone à son oreille. « Patron ?» La voix de Marco était exactement comme Garrison l'avait imaginé. Profonde, rocailleuse, usée rugueusement par les cigarettes et le whisky et une vie de dureté. « Tout va bien. Tu envoies d'habitude des SMS. » Garrison se surprit à sourire. « Tout va bien, Marco. Je voulais juste entendre ta voix. » Silence à l'autre bout. Puis, « Patron, tu te sens bien? Tu veux que je vienne? Je vais bien. Mieux que bien. Nous parlerons demain. » Il mit fin à l'appel avant que Marco ne puisse poser plus de questions. Il y aurait du temps pour les explications plus tard. Du temps pour révéler sa transformation à l'organisation. Du temps pour chasser les réponses sur qui avait volé son ouïe et pourquoi. Mais cette nuit appartenait à l'émerveillement. Et cette nuit appartenait à Diane. Le matin vint avec le chant des oiseaux. Garrison se tenait à la fenêtre de sa chambre, alors que l'aube peignait le port en nuances d'or et de rose, écoutant des sons dont il n'avait lu que dans des livres. Oiseaux, de vrais oiseaux, chantant de vraies chansons, saluant le jour avec des mélodies qui avaient joué devant sa fenêtre chaque matin de sa vie sans qu'il le sache. Il n'avait pas dormi. Comment pouvait-il dormir quand le monde avait soudainement commencé à lui parler après 4 décennies de silence? Chaque craquement de la maison s'installant, chaque chuchotement du vent contre le verre, chaque grondement lointain du trafic, chaque son était une révélation, un cadeau, un rappel de tout ce qui lui avait été volé. Et avec ce rappel vint la rage, froide, calculatrice. Quelqu'un lui avait fait ça. Quelqu'un avait payé le docteur. Whitfield, un homme à qui le père de Garrison avait fait confiance. Un homme qui avait examiné les oreilles de Garrison des dizaines de fois sur 27 ans pour maintenir une condition qui aurait dû être guérie dans l'enfance. Qui bénéficiait de sa surdité? La question l'avait tenu éveillé toute la nuit, retournant les possibilités comme des cartes dans une partie de poker où il ne connaissait pas encore tous les joueurs. Son père était le suspect évident. Roland Mercer n'avait jamais caché sa déception d'avoir un héritier sourd. Il avait menacé de remplacer Garrison plus de fois qu'aucun d'eux ne pouvait compter. Mais Roland aurait-il vraiment saboté son propre fils? Et à quelle fin? Garrison s'était montré capable malgré son handicap. Si quoi que ce soit, la surdité l'avait rendu plus dangereux, plus observateur, plus attentif aux signaux subtils qui trahissaient les mensonges et la faiblesse, à moins que ce ne soit exactement ce que quelqu'un voulait. Garder Garrison sourd, le garder compensant, le garder si concentré sur la surmontée de son handicap qu'il ne regardait jamais trop attentivement les gens autour de lui, le garder silencieux. Un coup à sa porte le tira de ses pensées. Entrer. Les mots se sentaient étranges. Normalement, il sentirait simplement la vibration et ouvrirait la porte lui-même. Mais maintenant, il pouvait communiquer à travers les murs, à travers les portes, à travers les barrières qu'il avait isolées toute sa vie. Diane entra, portant toujours son uniforme de la nuit d'avant. Des cernes sous ses yeux suggéraient qu'elle n'avait pas dormi non plus. « J'ai fait du café, dit-elle. J'ai pensé que vous pourriez en vouloir. »
Garrison se détourna de la fenêtre. Dans la douce lumière du matin, elle semblait différente de ce qu'elle était dans l'obscurité éclairée par la lune de son bureau. Plus réelle, plus présente, plus belle. Vous êtes resté toute la nuit. Ce n'était pas une accusation, juste une observation. Je ne pouvais pas partir. Diane posa la tasse de café sur sa table de chevet. Passe après. Tout. J'avais besoin de m'assurer que vous alliez bien. Je vais mieux que bien. Il traversa la pièce, s'arrêtant juste assez près pour qu'il puisse sentir la vanille de sa lotion, se mêlant à l'arôme riche du café frais. Je suis éveillé. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment éveillé. Diane leva les yeux vers lui. Dans ses yeux, il vit de l'inquiétude et de la compassion, et autre chose. Quelque chose qui fit s'accélérer son rythme cardiaque nouvellement fonctionnel. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je découvre qui m'a fait ça. » Sa mâchoire se serra, et je les ferai payer. Garrison, elle prononça son nom doucement, prudemment, comme si elle testait si elle avait la permission de l'utiliser. Soyez prudente. Qui que ce soit qui ait fait ça, ils avaient accès à vos soins médicaux. Ils avaient de l'argent. Ils avaient de la patience. Ce n'était pas impulsif, c'était calculé. Je sais. Ce qui signifie qu'ils sont dangereux. Garrison sourit, mais il n'y avait aucune chaleur, seulement la froide promesse de rétribution qui avait bâti son empire et détruit ses ennemis. Moi aussi. Famille, nous sommes profondément dans cette histoire maintenant. Garrison peut enfin l'entendre. Il a expérimenté le monde pour la première fois. Mais maintenant, la chasse à la vérité commence. Avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous ressentez ce que Garrison ressent en ce moment, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une histoire d'espoir et de justice. Taguez un ami dans les commentaires. Envoyez ceci à votre chat de groupe. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. Parce que ce qui vient ensuite, vous ne voulez pas le manquer. Maintenant, revenons à notre histoire. Le bureau du Dr. Whitfield occupait la suite penthouse du bâtiment médical le plus prestigieux du centre-ville. Garrison y était allé des dizaines de fois au cours des 27 dernières années. Il connaissait chaque tableau sur les murs, chaque plante dans la salle d'attente, chaque meuble dans la salle d'examen où on lui avait dit encore et encore que son état était permanent. Mais il n'avait jamais entendu cet endroit avant. L'ascenseur bourdonnait avec une précision mécanique alors qu'il le portait au 15e étage. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de sa tête avec un gémissement aigu que les gens entendant ignoraient probablement, mais Garrison trouvait fascinant. Même la salle d'attente avait sa propre symphonie, le léger tapotement du clavier de la réceptionniste, le bruissement des magazines alors que d'autres patients tournaient les pages, le murmure lointain des voix des salles d'examen où des vies étaient changées avec des mots que Garrison pouvait enfin entendre. La réceptionniste leva les yeux alors qu'il entrait. Son visage passa par la reconnaissance, la surprise et la peur à peine dissimulée. « Monsieur Mercer, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de rendez-vous. » Il passa devant son bureau sans attendre la permission. La porte de la salle d'examen s'ouvrit facilement sous sa main, révélant le Dr. Whitfield penché sur des papiers, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, son costume cher taillé pour cacher le ventre d'un homme qui s'était enrichi de mensonges. Le docteur leva les yeux. Son visage devint pâle. « Garrison, je n'ai pas été informé que vous veniez. » Garrison ferma la porte derrière lui. Le clic du loquet sembla résonner dans le silence soudain. « Parlez-moi de mes oreilles, docteur. » L'expression de Whitfield vacilla. Juste un instant, une micro-expression que la plupart des gens auraient complètement manqué. Mais Garrison avait passé 41 ans à apprendre à lire les visages, et il reconnut la peur quand il la vit. « Vos oreilles? Garrison, nous avons discuté de votre état de nombreuses fois. Dommages nerveux congénitaux. Je vous ai montré les résultats des tests. Regardez-moi. »
Le commandement coupa à travers le discours préparé de Whitfield comme une lame. La bouche du docteur se referma brusquement. « Regardez mes oreilles. Examinez-les. Toutes de suite. » Quelque chose dans la voix de Garrison fit obéir Whitfield malgré sa réticence évidente. Il récupéra son otoscope avec des mains tremblantes, que Garrison pouvait maintenant entendre trembler alors qu'elle tâtonnait avec l'instrument. L'examen prit moins de 30 secondes. Whitfield recula comme s'il avait été brûlé. Son visage était passé de pâle à gris. Sa respiration devint rapide et superficielle, des sons de terreur que Garrison entendait pour la première fois, mais reconnaissait instinctivement. « Le blocage, » chuchota Whitfield. « C'est parti. Je sais. » La voix de Garrison était calme. Calme mortel. Une femme qui n'a jamais fini l'école d'infirmière l'a retirée en 30 secondes, après que vous l'ayez manqué pendant 27 ans. Garrison. Je peux expliquer. Alors expliquez. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Garrison pouvait entendre le cœur de Whitfield battre la chamade, pouvait entendre les calculs frénétiques se dérouler derrière ses yeux terrifiés. C'était difficile à détecter. Le positionnement le rendait mensonge. Le conduit auditif est complexe. Parfois, ces choses sont manquées. Mensonge. Le sang-froid de Whitfield se brisa. Vous ne comprenez pas. Je n'avais pas le choix. Ils sont venus me voir quand vous aviez 14 ans. Ils ont dit que si je ne coopérais pas, ils détruiraient ma pratique, détruiraient ma famille. Ils avaient des preuves de choses que j'avais faites tôt dans ma carrière, des choses qui auraient pu m'envoyer en prison. Qui? Garrison s'approcha. Qui vous a payé pour me garder sourd? La bouche du docteur s'ouvrit et se referma plusieurs fois avant que des mots n'émergent. Je ne connais pas leur vrai nom. Ils m'ont contacté par des intermédiaires. Les paiements venaient de comptes offshore. Tout ce que je sais, c'est qu'ils voulaient vous isoler. Ils voulaient que vous dépendiez de la lecture labiale et de l'observation. Ils ont dit que c'était pour votre propre protection. Ma propre protection? Ils ont dit que si vous pouviez entendre, vous apprendriez des choses qui vous mettraient en danger. Ils ont dit que certains secrets sont mieux laissés enterrer. Garrison traita cette information avec l'esprit calculateur qui avait bâti un empire à partir du silence. Quelqu'un avait payé pour le garder sourd. Non pas pour l'affaiblir, mais pour le protéger d'entendre quelque chose de dangereux, quelque chose de caché, quelque chose que des gens puissants voulaient enterrer pour toujours. Que pouvait-il éventuellement entendre? Qui vaudrait ce genre de conspiration? La réponse vint lentement, s'élevant des profondeurs de la mémoire qu'il avait essayé d'oublier. Sa mère. Elle était morte quand il avait 4 ans. Un accident de voiture, son père lui avait dit. Une perte tragique qui avait façonné le chagrin de leur famille pendant des décennies. Mais Garrison avait 4 ans quand elle est morte, déjà sourd, selon les registres officiels, incapable d'entendre quels que soient les derniers mots qu'elle aurait pu prononcer, incapable d'entendre quelles que soient les conversations qui eurent lieu autour de sa mort. À moins qu'il n'ait pas encore été sourd, en fait, à moins que sa surdité ne soit survenue après sa mort, à moins que quelqu'un n'ait eu besoin de s'assurer qu'il ne se souvienne jamais de ce qu'il avait entendu. La possibilité le frappa comme une balle dans la poitrine. « Ma mère, dit-il lentement. Sa mort. Que s'est-il vraiment passé? » Le visage de Whitfield confirma tout. « Je ne connais pas les détails. » Le docteur bégaya. « Je jure. Ils ont juste dit que vous étiez présent quand elle est morte. Ils ont dit que vous aviez entendu des choses qu'un enfant ne devrait jamais entendre. Et ils voulaient s'assurer que vous ne pourriez jamais vous souvenir. Ne pourriez jamais dire à personne ce que vous avez vu. » Garrison resta immobile alors que la vérité s'abattait sur lui comme un linceul. Sa surdité n'était pas congénitale. Elle était fabriquée. Quelqu'un avait délibérément bloqué son ouïe après la mort de sa mère. Volant 41 ans de sa vie pour enterrer un secret que des gens puissants voulaient garder silencieux. Et maintenant qu'il pouvait entendre de nouveau, il allait découvrir exactement quel était ce secret. Même si cela détruisait tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille,
Parfois, les plus grands miracles viennent des endroits les plus inattendus. Garrison Mercer bâtit son empire sur le silence, croyant que sa surdité était une malédiction qu'il devait surmonter. Mais ce silence était une prison, construite par des gens qu'il avait cru, conçue pour enterrer des secrets que quelqu'un était prêt à tuer pour protéger. Diane n'a pas seulement restauré son ouïe, elle a exposé des décennies de trahison et lui a donné quelque chose de plus précieux que le pouvoir ou l'argent ou la peur. Elle lui a donné la vérité. Et dans un monde bâti sur des mensonges, la vérité est l'arme la plus dangereuse de toutes. Famille, c'est là que nous terminons l'histoire d'aujourd'hui. Mais croyez-moi, ce n'est que le début. Garrison peut enfin entendre. Il sait que quelqu'un lui a volé son ouïe pour cacher la vérité sur la mort de sa mère. Et il vient de découvrir que la conspiration atteint plus profondément qu'il n'avait jamais imaginé. Mais qui a tué sa mère? Qu'est-ce que Garrison de 4 ans a vu qui était si dangereux que cela valait 41 ans de surdité à dissimuler? Et où Diane s'insère-t-elle dans tout ça? Si vous voulez découvrir ce qui se passe ensuite, vous devez vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Frappez cette cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, qui pensez-vous est derrière cette conspiration? Était-ce son père? Quelqu'un d'autre dans l'organisation? Ou y a-t-il un ennemi que Garrison ne sait même pas exister? Je lis chaque commentaire et j'aime entendre vos théories. Merci d'avoir regardé, belle famille. Merci pour votre soutien. Merci d'être ici. Je vous verrai dans la